Salut à tous, c'est encore un vlog. Il se trouve que la dernière vidéo date un peu, puisque c'était la critique de Call of Duty Modern Warfare, auquel je suis encore en train de jouer. Ça explique un peu pourquoi je suis pas mal occupé. Quitte à payer un jeu à 50 €, autant se lancer un peu dans le multi, d'autant qu'il y a des mises à jour régulières. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo, je reviendrai peut-être dessus, mais bon, j'attends quand même encore, parce que c'est vrai que le contenu arrive très régulièrement. Et c'est vrai qu'a priori il n'y aura pas grand chose prochainement. Ça va être un peu les fêtes de fin d'année. J'étais assez occupé dernièrement. Je vais voir, j'aimerais bien faire une critique de Star Wars Jedi Fallen Order par exemple. C'est un peu le seul jeu qui me vient en tête là, qui est sorti récemment et que je devrais commencer. Genre si c'est pas cette semaine, c'est la semaine suivante. Alors évidemment il va y avoir Star Wars 9 qui va sortir. Je vais faire une critique où je vais être catastrophé en sortant de la séance, parce que bon, on verra bien, j'y vais avec des attentes assez faibles, celui-ci, histoire notamment de pas être déçu, quoi. Histoire que ça fasse pas comme le 8. La trilogie est dans une mauvaise posture, tout simplement à cause de ce choix d'avoir donné une liberté totale à chaque réalisateur pour chaque film, et aussi de la volonté de Disney à la base qui n'était pas forcément bien placée, on va dire, de vouloir ignorer les recommandations de Lucas et de faire un espèce de reboot tout en vendant une fin à la saga Skywalker. Et là ils sont embêtés avec le méchant. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va faire un peu Wonder Woman 1984. On a enfin un trailer et ça claque absolument. Alors j'ai déjà vu, j'ai pas envie de faire trop une réaction comme d'habitude, je vais quand même le regarder avec vous, mais globalement le DC EU, si on peut encore l'appeler comme ça. Alors, comme vous savez, moi j'étais particulièrement fan j'aime beaucoup Man of Steel et Batman v Superman, malgré les défauts, c'est-à-dire que je reconnais leurs défauts, mais pour moi c'était un peu une descente totale avec Suicide Squad. Wonder Woman pour moi était moyen, il était intéressant, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je trouvais globalement très bien construit, mais le dernier acte gâche tout. Il loupe une opportunité géniale qui était de faire un film sur un personnage très fort physiquement, très intelligent, drôle, tout ce que tu veux, et d'en faire la confrontation pendant tout le film, enfin comment dire, l'obstacle du personnage, il n'était pas physique, il était philosophique, c'est-à-dire il fallait que l'obstacle du film soit sa capacité d'empathie pour les humains. C'est-à-dire que dès le début elle veut aider les humains, elle se dit si les humains sont méchants c'est parce qu'il y a un dieu de la guerre qui les alimente, et si le film à la fin te dit que bah non, en fait c'est vraiment juste les humains qui sont méchants, qui naturellement comme ça, ça lui aurait provoqué un genre de traumatisme qui aurait d'une part justifié son absence totale entre Wonder Woman et Batman v Superman, puisque dans Batman v Superman on apprend qu'elle s'est retirée en gros de l'humanité, qu'elle a voulu arrêter avec le monde des humains, et que c'est donc Superman, en tout cas ce combat, le combat de Batman et la menace Doomsday qui l'a fait revenir. Et le fait de croiser d'autres méta-humains, quoi, peut-être. Bon, Dieu sait que j'en parle pas parce que le film est une catastrophe. Et donc Wonder Woman, je trouvais que déjà, bon, le problème, l'espèce de fin optimiste du film gâche un peu ce principe-là, où elle s'était retirée. J'ai pas trop compris, parce qu'on voit qu'elle est déprimée, et tout le principe de début de Justice League, c'est que c'est Batman qui lui donne la photo de Steve en mode tiens, pour toi, on s'en souvient. Et là, dans la suite, on apprend qu'en fait, il s'est passé des choses en 84 et que, apparemment, Steve revient. Alors là, je m'avance pas du tout là-dessus, là, c'est pas du tout un reproche que je fais au film. Si ça se trouve, c'est une timeline à part, si ça se trouve, c'est pas vrai, il y a eu un truc avec Flash, il y a eu un retour dans le passé. Franchement, là, je m'en fous de l'explication parce qu'il y en aura une, pourquoi Steve revient. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y aura probablement le même genre d'humour, le même genre de dynamique, dans la mesure où, autant dans le premier film, c'était elle qui découvrait le monde des humains, et donc on jouait un peu sur sa naïveté pour faire des blagues. Dans la première partie du film, je trouvais ça très intéressant. Dans celui-ci, il va se passer en fait à peu près l'inverse, puisque Steve qui vient des années 20, si on veut, enfin, et même avant, enfin, vraiment début 1900, quoi, va se retrouver dans les années 80. Et donc je pense que l'humour va jouer là-dessus, notamment il y a, voilà, je sais plus quel est le plan où en fait il se moque un petit peu de l'art, en fait, qui est devenu de la merde pendant tout le XXe siècle. Et donc
et donc s'arrête, elle lui explique que tout est de l'art et lui il voit une poubelle et puis elle dit non mais t'inquiète c'est juste une poubelle. J'arrive pas à retrouver le plan mais bon peu importe. Qu'est-ce qui va nous marquer dans ce trailer? C'est bien entendu la musique. Normalement les gens ne parlent que de ça. Blue Monday, sachant que apparemment la version qu'on entend là est un remix est une version en tout cas faite pour le trailer par Position Music. Pour l'instant il n'y a pas de version vraiment clean trouvable, mais c'est vrai que la musique est cool. Alors 1984 ça veut dire années 80, ça veut dire qu'on est clairement dans cette envie de faire. Alors il y a des néons, et puis il y a du synthé, et puis tout était violet, voilà. Typiquement, ce truc est caractéristique de toute une mode qu'on a actuellement dans le cinéma, dans le jeu vidéo et tout, que j'adore, hein, comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que oui, c'est cool, on va pas me faire croire que à cette époque-là, tout était comme ça, il n'y avait pas que de la musique comme ça, les gens n'étaient pas toujours habillés comme ça, bon là, les gens s'habillaient plutôt normalement. Il y a cette envie un petit peu bah là, comme toutes les époques nostalgiques, quand on fait un film sur les années 60, c'est toujours des gens hyper classe, avec de la bonne musique et tout. Je trouve que pour les années 80, j'ai toujours l'impression que c'est un peu fantasmé. Peut-être qu'aux États-Unis, effectivement, c'était le cas. En France, les années 80, c'était peut-être pas aussi néon qu'on voudrait nous faire croire. C'est vraiment le côté sonore et en termes d'ambiance colorimétrique, bon, c'est très intéressant à travailler pour le cinéma, mais je pense que souvent c'est un petit peu exagéré. Je trouve ça notamment débile, par exemple, pour Thor Ragnarok, je trouvais que c'était abusé d'utiliser toute cette esthétique-là pour en fait ne rien en faire, juste dire ah regarde ma musique elle est cool. On a évidemment Guardians of the Galaxy. Moi, je pense que la mode a vraiment commencé. Alors c'est pas non plus un truc hyper mainstream, mais avec Far Cry 3 Blood Dragon, et puis aussi tout ce qui est musical avec Carpenter Brut, avec Scandoid, ouais, ce genre de groupes musicaux. Alors je vais regarder un peu quand même, parce que c'est vrai que pourquoi je parle autant de la musique, c'est parce qu'en fait c'est elle qui rythme le trailer, et le trailer ne révèle rien de l'histoire, et tant mieux, parce que c'est vrai que DC, ils ont l'habitude de faire des trailers qui donnent envie, qui sont épiques, mais qui spoilent totalement le film, notamment BVS. Et là, peut-être que enfin, on a un trailer qui ne dit rien quoi. Donc là, elle va, tu vois, Trevor Ranch, c'est-à-dire que logiquement, elle va se rendre dans, peut-être qu'elle enfin en tout cas, on te dit qu'elle s'est rendue à la famille de Trevor aux États-Unis quoi. A long, long time ago. You? So many times, yeah, all the time. Et alors, on a cette personne qui potentiellement peut être le méchant, qui est joué par Pedro Pascal. Et c'est le seul truc qu'on a qui ressemble à un méchant. Le méchant, c'est un mec qui vend des jouets. C'est ouf parce qu'on ne reconnaît pas là. Et alors, on retrouve un peu le genre de scène d'action qu'on avait au début de Justice League dans la banque, que moi je trouve pas génial. Moi je préfère largement ce qu'il y a dans son film, dans les tranchées, ou ce qu'il y a dans BVS en fait. Donc la méthode un peu Snyder de film d'action, mais bon, avec Patty Jenkins qui clairement, il me semble que c'est toujours elle qui fait ce film là, hein, j'espère en tout cas. Et clairement, la couleur est là. Et la couleur est là, et ça a du sens, puisque c'est les années 80. Donc c'est bien, là pour le coup, bon, j'aime beaucoup, vous voyez, quand DC fait des films sombres, bon, là ça me dérange pas que le propos change un peu. Et de toute façon, comme j'ai dit, le DCU est un petit peu éclaté. On l'a vu avec Joker, qui pour moi est un des meilleurs films de l'année. Ben voilà, DC assume de faire des films qui soient maintenant déconnectés. Même si celui-ci, elle va effectivement être relié au premier, mais c'est normal, le premier a eu du succès, les gens aiment beaucoup ce film, donc c'est normal de le relier, voilà. J'adore Chris Pine, hein, j'adore cet acteur, et je trouvais qu'il avait beaucoup de charisme, j'adorais la dynamique qu'il y avait dans le premier film, donc c'est un peu logique de le remettre, même si bon, tout son personnage se base quand même sur le fait qu'il s'est sacrifié pour le conflit. Et donc on retrouve ce genre de glissade comme elle faisait dans Justice League. I can save today, but you can save the world. Steve.
plan entièrement numérique. Alors il y a beaucoup de plans dans ce trailer qui font entièrement numérique. J'espère qu'ils seront retravaillés un peu. Voilà. I take what I want in return. Et là, alors qu'est-ce qu'il a? J'ai l'impression que j'ai regardé très rapidement. Il a plein de... Bon, c'est quelqu'un qui collectionne des choses. C'est un minerai là. On dirait qu'il a trouvé une sorte de minerai. Alors en plus je connais très mal le lore Wonder Woman, donc je peux pas savoir ce que ça raconte. I want in return. Everyone will see. Ouais. Si c'est un cosplay de Donald Trump, c'est pas mal. Voilà, ça a l'air un peu plus classe quand même que ce qui a été fait avant. Et c'est rouge. Là, clairement, c'est rouge. Très bien. Ce que j'adore, c'est un truc qui est bien fait. C'est voilà, tu fais ça avec toutes les scènes quand une femme en a un truc et que tu vois le mec qui la regarde bien. Et tout le monde qui se retourne. Et putain. Alors ça, tu vois, je me demandais si c'est quoi, c'est la DeLorean, ils reviennent dans le temps, tu vois, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont pas dans... Tu vois, est-ce que c'est... Ah, ils sont dans son vaisseau invisible, peut-être? Dans le vaisseau de Diana? Parce que bon, c'est un véhicule, bon, je crois pas qu'il ce soit un avion, un hélico... Est-ce qu'ils vont dans un avion de chasse sans casque, sans rien du tout? J'y crois pas beaucoup. Et ça, bon, bah là c'est un avion. Bon, ils sont dans un avion. Et alors ouais, alors ça c'est vrai que ouais, ça je me suis demandé ce que c'était. Bon, on verra. Il y a un mur. You know what you need to do. Et on voit un petit peu, alors ça je me demande s'il n'y a pas encore des flashbacks de elle qui s'entraîne. On est d'accord que ça, il me semble ça ressemble à Diana petite. Peut-être pas. Et on retourne sur Themyscira, visiblement. Avec la reine. Alors je sais, c'est vrai qu'il y avait souvent ça, l'histoire d'un affrontement d'arène pour savoir qui va être envoyé sauver le monde. Et tu vois, et ouais, bon, lui il a un truc, voilà, pareil. Là c'est le méchant, il a fait un truc, j'espère que ce sera pas trop débile. Hein. Là aussi ça fait hyper numérique. Là, le plan du camion et le... Et donc, alors c'est cool le fait qu'elle se serve de son... Parce que moi j'arrête pas de me dire, mais du coup, est-ce qu'elle vole ou pas Wonder Woman? Parce que dans BVS elle faisait juste des grands sauts, à la fin de Wonder Woman elle saute, elle fait ça. Et donc j'arrivais pas à comprendre si elle vole. Et visiblement maintenant elle s'accroche aux éclairs avec son lasso. Et bah ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. On la reconnaît difficilement. En tout cas elle a trouvé une armure stylée. Et c'est donc tout à la fin la blague de la poubelle, j'ai oublié que c'était à la fin du trailer. Avec une magnifique banane. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. Et donc, alors d'ailleurs, je me demandais un truc parce que, tu vois, typiquement, le fait qu'on voit le plan comme ça, tac tac, et qu'on voit pas ce qu'il regarde, typiquement, ça, si le film était pensé pour la IMAX et tourné avec des caméras IMAX, clairement, il manque un bout de l'image là. Là, clairement, c'est la coupe cinémascope qui a tronqué. Enfin, je trouve c'est une manière bizarrement de cadrer parce qu'en fait, tu le vois regarder et tu vois pas ce qu'il regarde. Parce que tu le vois sur le plan d'avant, hein. Mais moi, je trouve ça bizarre de ne pas voir au moins le haut, quoi, au moins le haut de la poubelle. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit de l'IMAX, et je comprends pas pourquoi les trailers de films IMAX ne sortent pas du coup au ratio IMAX. C'est très rare, mais énormément de trailers de films, même la société IMAX il sortira avec marqué IMAX trailer, et en fait le film il est au format il est au 2.35, bon, alors que tu sais très bien que le film aura quelques scènes en 1.9, voire en 1.43. Et là aussi, hein. Là, ce genre de plan-là, qui est coupé au niveau des chevilles, c'est un peu étrange. Donc voilà, on va essayer de prévoir les plans IMAX. Là, c'est un peu plus classique.
Mais même, tu vois, normalement, c'est soit tu fais un plan où tu vois le visage, soit tu fais où tu vois de la poitrine. Mais là, de voir le haut du front et le bas du torse, sans, alors que tu pourrais recadrer au-dessus et prendre le visage, peut-être que aussi, quand tu tournes en IMAX et que tu convertis ton frame et que pour faire une version en cinémascope, tu choisis là où tu te places, quoi. Tu te places pas forcément au centre de l'image. À voir, à voir, à voir. Donc ouais, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Aquaman en IMAX c'était génial. Il n'y a pas de raison que celui-ci ne le soit pas non plus. Et donc ouais. Alors reste la question de pourquoi 84. Est-ce que c'est juste pour surfer sur... c'est une année qui sonne bien, que ce soit dans la littérature, dans les films et tout. Voilà, à voir. Et donc, alors on va lire un peu de ça. Donc il y a Cheetah. Alors ce que ça va être, celle qu'on a vue. Donc on retrouve bon, Snyder, les Snyder à la production et Patty Jenkins qui sont producteurs. Geoff Jones évidemment. Alors Patty Jenkins, ouais, ok. Qui est également écrivain sur le film. Voilà, voilà. Ça commence à être un petit peu long. Le deuxième sujet, c'est Mulan. Mulan, le film live action de Disney, puisque Disney refait tous ses films. Et pour une fois, en fait, c'est celui qui est intéressant. D'abord parce que Mulan est probablement un de mes Disney préférés. Faudrait que je les revoie tous, mais je trouve que c'est à la fois l'histoire la plus intéressante, mais aussi un qui est vachement classe dans les chansons, dans la mise en scène. Peut-être juste celui qui m'a le plus marqué, et c'est vraiment parce que ouais, j'adore l'histoire. La famille qui doit envoyer quelqu'un à l'armée, et donc c'est le père qui doit y aller parce qu'il a 2 filles, et donc en fait c'est la fille Mulan qui va se retrouver à prendre la place de son père en se faisant passer pour un garçon dans l'armée, et j'ai toujours trouvé ça très cool, et là en fait Disney est obligé de faire un truc un peu original. Ils peuvent pas se contenter de prendre plan par plan le même film. Alors je sais plus exactement pourquoi, il me semble que c'est une histoire de droit, ou je sais plus ce que c'est, mais voilà, ils sont obligés de faire un truc, et on va le voir, l'histoire est un peu différente. Et puis ça, ce plan il est ouf. Et alors lui physiquement en plus il est plutôt réussi. Est-ce qu'il fera aussi peur que dans le dessin animé, je sais pas. Ah oui, et puis c'est Jet Li qui fait l'empereur. Alors, et ça a été fait par Niki Caro. J'ai vu aucun de ses films. J'ai vu aucun de ses films. Si voilà. La femme du gardien de zoo, paille, je sais pas. J'ai vu aucun des films. Bon, maintenant ils veulent prendre. Ouais, si c'est un film qui parle d'une femme, ils veulent prendre une femme, c'est obligatoire. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit que ouais, James Wan aurait fait un truc de ouf là-dessus. Mais là, on retrouve ce genre de chorégraphie et ces trucs. C'est exactement le genre de scène d'action que t'as dans Detective D. Alors, moi, j'ai vu que le 3, j'ai bien envie de voir les autres. Les 2 premiers qui doivent être de Tsuyark. Mais qui sont très compliqués à trouver en bonne qualité. Donc on a vu qu'il y avait Jet Li qui est un petit peu âgé. Mais ils reprennent un peu les plans quand même du dessin animé, quoi. Le père qui s'entraîne. C'est vrai que une grande partie du dessin animé à la base était quand même centrée sur le fait que c'est une femme et qu'elle doit être belle et qu'elle doit savoir écrire. Il y avait toute l'intro sur les parties, sur les rôles de la femme en fait, en Chine. Et après, effectivement, alors bon, j'ai vu dans les commentaires quelques trucs un peu politiques, comme quoi forcément, si c'est Disney qui fait un film sur une héroïne chinoise, que ça veut dire que ça soutient un régime chinois. Ouais, bon, il se passe des trucs pas cool en Chine. Bon, on verra ce que donne le film, hein, pour le coup. Oui, forcément, le film va essayer en tout cas, de faire plaisir au public chinois, c'est normal. Please protect her. What is your name, soldier? Il faut voir, tu vois là,
regarde quand même physiquement ce que ça donne. Ouais, si, franchement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même qu'il faut qu'elle ressemble à un garçon, tu vois. Là, pour le coup, tu peux pas faire le délire féminine, quoi. Tu peux pas jouer sur la féminité en combat. Là, ça va être vraiment... Alors, et plus tard, il y a quand même des plans où tu la vois maquillée et tout, mais il faut qu'elle ressemble à un garçon pour ça. Et là, ça marche. Ça marche bien. Sachant qu'après, il y aura quand même de la magie et tout, on va le voir. Donc ouais, c'est probablement le Disney qui sera le plus intéressant. Et ça, c'est trop bien, ça. Donc, comme j'ai dit, il y a de la magie, quoi. Elle qui, c'est donc le faucon. Parce que le 1, il avait un faucon et tout, et donc en fait, c'est elle. Visiblement. Non, c'est lui. Ah non, aucun rapport en fait. C'est sa tenue, ouais. Ouais, on a une tenue bizarre. J'aime bien. Et là, c'est Donnie Yen. Oh yes! Ah, ça c'est génial. Les volets de flèches comme ça. Et donc, ouais, tout ce personnage me paraît rajouté en fait. Ce personnage de héros qui vont se battre. Donc il y aura un petit côté 1v1, je pense, à la fin. Alors, j'ai peur que cette scène ne soit pas aussi classe dans le film que dans le dessin animé là. Mais bon, c'est comme malheureusement c'est toujours comme ça. Ouais. C'est comme pareil pour le Roi Lion et tout. Donc Mulan, bah, très bonne nouvelle, et on attend mars 2020. Je vais bien vérifier les ratios du film. On va faire ça maintenant. Donc ouais, si on regarde le ratio, voilà, il va sortir en IMAX, mais il n'y a aucune scène qui était tournée en IMAX, et tu as un aspect de 39 normal, cinémascope. Alors que si on regarde Wonder Woman 1984, là on trouve effectivement nos scènes, voilà, 1.43 70 mm et 1.9 pour les copies numériques IMAX. Et c'était tourné à Harry Flex, ok, bon, c'est des plus petits, je crois, que les Harry Alexa grandes, avec les versions imprimées. Et quand même, oui, bon, du coup ça va être imprimé sur d'IMAX. Ça a quand même été tourné avec des caméras IMAX, en tout cas certaines scènes. Donc Wonder Woman à voir en IMAX, les autres, c'est pas la peine. Il y a un dernier film qui m'intrigue pas mal, et c'est Free Guy, donc de la Fox. Avec donc, je sais pas quel studio d'animation dû participer, on doit le voir à la fin, parce que le trailer commence par ceux qui ont fait, et là il te sort 3 Disney. À un moment donné, c'était pas une blague à la base, mais apparemment non. Donc les films un peu sans intérêt récemment Disney, même si moi Aladdin j'ai trouvé ça assez correct. Et donc c'est très clairement, d'ailleurs c'est quelle ville ici? C'est une ville inventée. Non, je sais pas, c'est peut-être une ville qui existe. Hein. C'est Liberty City donc. Puisque c'est très clairement GTA en film. Et là c'est Los Angeles que l'on voit. Là ça m'a l'air de ressembler à Los Angeles. Donc Los Santos en fait. Alors bon, c'est Ryan Reynolds qui va faire tout le film, hein, on le connaît, bon, c'est peut-être presque trop présent, est-ce que le film sera réellement bien tourné ou pas, je sais pas, mais c'est les moyens de faire, moi il y a des vidéos que je regarde beaucoup, qui sont un groupe d'Australiens, un Viva la Dirt League, où ils se moquent des RPG, notamment surtout des MMORPG, en faisant des petites scénettes, des petits sketchs basés sur le fait que tu as un PNJ qui est conscient de ce qui se passe autour de lui dans le jeu. Et là, logiquement, ça va être un peu tout le film basé là-dessus. Et c'est vrai qu'on pense directement à GTA, quoi. Donc t'as ce petit NPC qui travaille à la banque, et évidemment il se fait braquer parce que voilà. Avec des skins géniaux et tout. Mais là c'est ça ressemble vraiment à GTA quoi. Payday si on veut, mais bon. C'est bien, c'est que je me demande à quel degré le film va vouloir utiliser les codes du jeu vidéo. Et visiblement non. Mais le but c'est quand même de faire plus une comédie avec Ryan Reynolds que de faire
que de faire un truc vraiment crédible sur les mécaniques d'un jeu, quoi. Parce que du coup, il met des lunettes et il se retrouve à frôler son... Je sais pas. Tiens, le HUD est dans les lunettes, ok, admettons. Un peu surchargé d'ailleurs. Là, c'est plus le HUD à The Division, tu vois. Alors ça, là c'est très drôle. Is this what recreational drugs feel like? Guy, this world, it's a video. Ça c'est GTA, c'est vraiment GTA. D'avoir un truc de merde, une bétonneuse, mec, c'est ouf. T'as toujours ça, t'as toujours des voitures de sport, une muscle, un hélico du turfu, un tank, bon la muscle car, la super sportive. Il y a un carrosse et il y a un module, je sais pas, un satellite, juste un satellite canadien. Et derrière un gros comme ça. And it's full of bad guys. I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker. Typiquement genre de personnage We need qu'il y a dans you GTA. to be the good guy. Et après ça peut faire un peu film de super-héros débile. Et alors lui, j'ai envie de voir quel acteur c'est. Mais ouais, c'est peut-être pas lui. Je me demande si ça aurait été drôle qu'ils prennent en plus le mec qui joue Trevor, quoi. Et donc ouais, franchement, après avoir fait Ready Player One et des trucs comme ça, bah ouais, c'est sûr qu'on allait avoir des films comme ça. Avec des putain, des trucs... J'ai envie qu'ils fassent ça dans GTA, quoi. J'ai envie... Is that a Glock in your pocket? No, What? it's 2 Glocks. Oh! Ouais, tu vois. Et là, le fait que je vous dis, quand ils font des scènes d'action, tu vois que ça va être vraiment... D'abord une comédie. I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Encore typiquement ça, le GTA avec des sons. Bon. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. Bon, voilà. Après, l'humour, bah, bon, c'est un truc assez classique de chez Ryan Reynolds, mais le concept m'hype pas mal, parce que je trouve GTA Online toujours aussi cool. Et sur ce, on va se quitter parce que la vidéo est trop longue, que l'appareil est en train de surchauffer, donc c'était encore une vidéo réaction, mais cette fois, c'était pas fini la webcam dégueulasse, donc voilà. Donc je me sens un petit peu plus légitime peut-être. Donc à la prochaine, bah pour, je pense, Star Wars.